Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien en ce samedi 4 février 2023. On a passé cette semaine difficile, cette semaine pleine de nouvelles importantes pour l'année 2023, et c'est justement ce qu'on va traiter dans notre hebdomadaire. Bienvenue dans l'hebdomadaire où justement on revient sur ce qui s'est passé dans la semaine, planifier justement la semaine prochaine et surtout traiter d'un point important sur les possibilités d'évolution, et notamment nous allons nous axer sur le mortgage, sur le shelter, sur l'immobilier US, parce que c'est le mot d'ordre qui a été donné notamment par Powell lors de son discours, où il a expliqué tout simplement que oui, l'inflation était en cours de diminution, mais qu'il allait taper toujours sur l'augmentation tant que la totalité des points liés à l'inflation ne descendrait pas, et clairement, le shelter en fait partie, et c'est un point crucial de l'économie américaine, et c'est pour ça qu'on va attaquer justement toute cette partie immobilière US. On va aussi se poser la question dans cette émission de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il nous faut réellement pour le BTC pour casser cette barre des 25 et repartir en bull run, qu'est-ce qu'il nous faut réellement et quel est l'impact par rapport à la macroéconomie, et on terminera justement sur l'immobilier. J'espère que ça vous plaît comme programme, ça commence tout de suite, mais avant, bien évidemment, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. On commence tout de suite pour rappeler la situation où nous nous trouvons actuellement depuis notamment juin, donc c'est à la cassure de 3 ici, nous nous trouvons dans une accumulation long terme de week-off en selling climax, automatic rally, secondary test, STB, donc techniquement nous sommes dans une accumulation, ce qui est plutôt positif. On a fait une prise de liquidité avec le STB catalysé par justement FTX, donc on est vraiment très bien placé, et on a une grosse réaction haussière présente ici, on le voit bien avec justement une possibilité de cassure, étant qu'on a fait deux inducements, donc on a pris déjà de liquidité, donc on est très très bien placé techniquement. Je ne reviens pas sur la position long terme du BTC, on est dans la phase de bear market, on est dans le sign of weakness bas, donc on est dans une zone de rechargement long terme pour justement le BTC si jamais on a une volonté de stratégie. Mais la question qu'on a, c'est que quand on voit ces belles bougies vertes, avec notamment deux belles bougies d'impulsion et une bougie de rupture qui a eu lieu sur le CME, on se dit, ok, est-ce que le bull market, et c'est des questions qui reviennent régulièrement, ça prouve qu'il y a des gens qui reviennent, hein, il n'y a pas que les bears spécialistes qui restent sur le marché, les bulls reviennent, et c'est des questions qu'on voit régulièrement, qui est justement, est-ce que oui ou non, le bull market, on est reparti ou pas? C'est la question qu'il faut se poser, et c'est la question que j'essaie de répondre régulièrement dans mes analyses quotidiennes, pour vous donner toutes les informations, et ça reste toujours identique dans le sens où il faut faire une rupture de la R, ici, et consolider au-dessus de cette ligne, ici, présente au niveau des 25 200, globalement, en fonction des différents graphes que vous allez avoir, c'est entre 25 150 et 25 300 dans lequel on a une zone où il faut consolider au-dessus pour se dire qu'on a une zone de rupture, même si après on peut retester. On sait que le spring n'est plus d'actualité pour plusieurs raisons, et ça c'est purement technique. Première raison, ça sous-entend que nous sommes en cours d'inversion de structure. Pour l'instant, nous avons une structure baissière, dans laquelle les lows sont de plus en plus bas, et les highs sont de plus en plus bas. Donc là, à l'heure actuelle, on est toujours dans une structure baissière, où la probabilité d'aller faire un plus bas est toujours prédominante, tant qu'on n'inverse pas, et cette inversion passera par ce break of structure majeur ici, c'est-à-dire que le fait qu'on fasse un high qui est plus haut que le précédent montrera que justement potentiellement le low qui sera effectué sera plus haut que le précédent, et donc on aura une pattern de retournement qu'on va tracer de cette façon là, ici, tac, tac, cassure haussière, on va retester et on repart sur un cycle haussier, et là on a vraiment la pattern de renversement. Deuxièmement, c'est qu'en weekly, on aura la validation d'un W weekly, donc les chartistes vont se positionner dessus. On va avoir aussi la rupture du canal, en tout cas de la pattern de ranging 15-25, dont je vous parle déjà depuis un certain temps, dans lequel on aura vraiment un breakout qui s'effectuera, donc on aura aussi cette prédominance chartiste dans lequel on ira chercher du long majoritairement, et on a aussi l'Ishimoku, dans lequel on aura ici
la possibilité d'avoir une rupture, et donc le prochain niveau très important sera beaucoup plus haut, sera 31 000, donc on aura une accélération haussière. Donc ça veut dire que techniquement, on a globalement, avec la rupture des 25 000, 25 300, et la consolidation dessus, hein, c'est pas une rupture avec juste une petite mèche en weekly, non, ça veut dire que on consolide, on clôture au-dessus, et derrière, on fait un retest, donc ce qu'on appelle un pullback, et on fait un rebond, là on a une véritable validation, et là en effet on aura des positionnements qui s'effectueront. Et ça, ce sera vraiment pour moi le signal d'un départ haussier fort, pas forcément pour un nouvel ATH, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas pour une consolidation qu'on a déjà connue en 2018 et 2015, dans lequel on aura quelque chose qui ressemblera à ça, avec potentiellement, hop, un retest à terme, et redépart sur, ici, cette ligne qui sera le prochain halving, donc avec une réaccélération qui commencera avant l'halving pour, justement, continuer plus haut. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée que j'ai dessus. Et la question est, qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver là ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver là ? Justement, ce qui est très intéressant, c'est que la première chose, c'est pour se dire qu'on repart dans quelque chose, c'est à la fin du bear market, en tout cas sur la fin de la partie descente de la bear market, parce que le bear market est en deux parties, une partie chute et une partie consolidation et épuisement des personnes dans lesquelles il n'y a pas de regain haussier et on a un affaissement des volumes effectifs, donc on n'a pas de période de rupture. Cette période-là de bear market qui est très importante dans l'accumulation et la construction, pour moi, on est en train de rentrer dedans. Ce qui validerait ce passage-là serait la rupture des 25. Ça, pour moi, c'est le premier. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Et du coup, pour arriver à la rupture des 25, il faut plusieurs choses pour moi. Il faut une partie macro qui s'allège, donc une partie d'incertitude sur la macroéconomie qui commence à diminuer, d'où la discussion qu'on aura tout à l'heure sur justement l'état de la macro actuelle et le poids du shelter dans cette macro-là. Il va y avoir une partie géopolitique qui va rentrer en compte, forcément, à partir du moment où on aura aussi un apaisement des tensions géopolitiques, même ne serait-ce que temporaire, ou en tout cas arrêter de monter dans la gradualité des tensions, et donc justement une stabilisation de ces tensions-là permettrait d'avoir aussi un allègement de la chape de plomb. Pourquoi ? Parce que oui, on a quelque chose sur lequel on a une concordance entre la macroéconomie et le BTC qui diminue, c'est-à-dire que le BTC est beaucoup plus résilient que la macroéconomie actuelle, en tout cas aux effets de macroéconomie, on le voit déjà depuis un certain temps, depuis les crashs effectifs propres à la crypto-monnaie avec FTX, avec Terra Luna, avec Celsius et 3ici, on voit que plus on descend, plus justement on a les institutions qui sont parties, plus les produits compliqués et dérivés composés ne sont plus présents, donc forcément on a une diminution de l'impact. Mais ça n'empêche que ça sous-entend aussi qu'on n'a pas une injection de liquidité qui arrive. Et cette injection de liquidité, elle est importante, parce que c'est le dernier point, c'est-à-dire qu'il faut de la liquidité, il faut du fresh, il faut derrière une injection et un retour des capitaux extérieurs, et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une macro qui soit plus légère, il faut qu'on ait des projets qui soient forts en crypto-monnaie, et il faut du temps, il va falloir de la patience. C'est pour ça que, pour moi, la rupture de 25, ici, peut prendre du temps, on pourrait consolider ici, voire retester plus bas, ou ensuite breaker, il va falloir juste être patient dessus. N'oublions pas que nous sortons d'une grosse crise de confiance, hein. Rappelons que en 8 mois, nous avons eu Terra Luna, nous avons eu Celsius, nous avons eu 3ici, nous avons eu FTX. Donc la crise de confiance, elle est très dure. Actuellement, on a toujours la problématique de Genesis et de GBTC qui est présente, mais qui est somme toute en train de se régler automatiquement avec le passage en chapitre 11 de Genesis qui était primordial, donc on a une chape de plomb qui est en train de se retirer, parce que le fait de passer au market des BTC était généralement symptomatique de cette peur, mais elle n'existe plus à partir du moment où on est passé en chapitre 11, qu'on sait que ça passera forcément en OTC. Donc on a derrière cette chape de plomb qui est en train de s'alléger et qui a donné, je pense, un terreau propice à cette accélération haussière et en tout cas à l'avènement. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ici, c'est un mouvement qui est quand même majoritairement porté par du perpétuel, si vous avez l'habitude, et donc il faut qu'il y ait du spot qui rentre, et pour que le spot rentre, ça veut dire qu'il faut un regain de confiance, il faut qu'il y ait du long terme qui soit en train de se structurer pour viser plus haut, et c'est pour ça que je vous dis que certainement, ça mettra du temps, et on risque d'avoir des belles structures qui vont se mettre en place. En tout cas, nous sommes bien placés, nous sommes au bon moment, même si nous avons un break of structure mineur qui nous donne cette indication, il va falloir dans tous les cas attendre pour avoir la confirmation d'avoir ce break of structure très important au niveau de la R, et je pense que on l'aura dans les mois qui viennent, dans l'année en cours, c'est sûr qu'on va l'avoir, donc il faut juste être un petit peu patient, et ce n'est pas parce que ici on risque de descendre, parce qu'on a aussi une macroéconomie qui va
respirer, et justement on parle de cette chape de plomb et on parle de cette semaine qui a été importante pour la macroéconomie, semaine qui a été très importante dans le sens où on a eu le taux qui ont été donnés, on a surtout eu le discours de Powell qui somme toute était plutôt positif, dans lequel on a eu vraiment des bonnes informations. Oui, on a relevé les taux, donc on a un DXY qui repasse à la hausse avec une augmentation en tout cas des chiffres hier qui ont été vraiment très positifs aussi sur le marché de l'emploi, donc c'est vraiment bon, ça veut dire que l'économie américaine montre qu'il y a une partie de résilience qui est quand même assez forte, qui est pas non plus parfaite, on va pas aller là-dessus, mais l'idée de la notion de soft landing qui a jamais été possible, en tout cas qui a toujours été espérée mais jamais mise en place, commence à avoir une connotation de potentielle réalité. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été pricé, qui commence à arriver dans les mentalités en se disant, bah ouais, le soft landing peut peut-être arriver parce que on est quand même dans quelque chose qui est différent dans la notion d'économie. On a, oui, une crise géopolitique, mais n'oublions pas que la crise géopolitique, elle est principalement en Europe. Les US profitent énormément, surtout au niveau de l'industrie militaire, de cette crise géopolitique européenne, et favorisent aussi, à travers les exportations de gaz liquéfié. Donc globalement, l'économie américaine se porte plutôt bien sur son propre sol, et oui, on va avoir potentiellement, on le sait, dans 2 ans, une instabilité politique avec l'arrivée justement de la guerre républicain-démocrate, guerre politique qui est très forte et qui est vraiment une scission au niveau du pays, mais en tout cas, sur l'économie pure et dure, on est quand même quelque chose qui est plutôt stable, qui est plutôt serein, et ça a été dit par Powell, mais même les chiffres le montrent, et quand on regarde réellement ce qui est en train de se passer, même sur des secteurs qui sont compliqués, comme étant justement l'industrie immobilière, donc on va les voir tout à l'heure, c'est plutôt serein. Donc là, on a quand même l'US dollar qui pousse, le DXY qui pousse, qui est normal, donc on est en train de se diriger potentiellement sur une réaction haussière effective pour aller retester les 105, potentiellement les 110, parce que on a pas mal de choses qui sont en train d'arriver, avec justement, ici on le voit bien, les rates qui sont en train, la différence entre les 2 ans et 10 ans qui sont en train de s'élargir, parce que les 2 ans vont être de plus en plus rentables, on commence à voir justement ici le yielding sur les 2 ans des bonds avec un rebond effectif, donc là je suis en monthly, on va se mettre en weekly pour bien voir qu'on a bien un beau rebond qui est en train de se faire avec un momentum qui est en train ici de baisser avec une réaccélération potentielle, donc potentiellement on pourrait réaccélérer encore au niveau des obligations américaines du yielding, donc forcément ça veut dire qu'on va avoir des réinvestissements qui vont être faits, parce que c'est un moment important pour tous ceux qui souhaitent justement mettre en place un portefeuille solide, il doit avoir des bonds dessus, les bonds américains font partie des plus solides, et donc derrière, je veux dire, avoir un yielding de 4 à 4,5, c'est quelque chose qui est juste impressionnant et qui est très rare, et qui permet justement d'avoir en tout cas une couche assurée, et donc c'est pour ça que on a beaucoup de transferts qui sont en train d'être effectués d'un point de vue monétaire, et des injections de liquidités qui sont données, tant qu'on n'aura pas ce fameux pivot, ou en tout cas une stabilisation avant d'avoir une chute. Donc pour moi, c'est logique d'avoir ce qu'on est en train de voir ici. On a toujours ce pricing ici des marchés financiers sur une potentielle récession qui est en train d'arriver, sur le fait que sur le court terme ça va être plus compliqué que le long terme, mais ce qui est normal en même temps, parce qu'on a toujours cette vague d'incertitude qui est présente, et ça changera drastiquement à partir du moment où on aura la mise en place du pivot de la Fed, et on retrouvera sur quelque chose qui est classique, parce que on n'oublie pas que cette différence entre les 10 ans et les 2 ans n'est pas normale, et généralement est mise en place par le pricing effectué par le marché et les différents opérateurs de marché, d'accord? Et donc, c'est une représentation idéologique de ce que représentent les 10 ans et les 2 ans au niveau des risques réels. Et donc c'est une forme de pricing, ce n'est pas une réalité, c'est une forme de transposition de ce que le marché financier voit dans les annonces qui sont effectuées. À côté, nous avons le Nasdaq dans lequel on a eu quand même une très grosse semaine, très forte, dans lequel on est allé retester des niveaux importants, mais par contre il faut prendre en considération qu'on a quand même ravalé la moitié de cette bougie, donc beaucoup de volatilité, et on a eu une journée justement d'hier qui a été somme toute assez négative, où on voit que en effet les notes positives de l'économie américaine sont toujours en deçà, on a toujours ce narratif entre l'inflation et l'économie qui est toujours présent, donc la peur de récession, elle est là, mais en même temps elle n'est pas là, il y a toujours encore la peur de l'inflation, donc on a toujours un mix des deux, donc il va falloir être patient pour retrouver quelque chose où des notes positives sur l'économie américaine donneront des résultats positifs sur les marchés actions, ce qui n'est pas encore le cas, il faut bien le prendre en considération, surtout qu'on a eu quelques earnings qui n'ont pas été non plus extraordinaires sur les indices
US. À côté, nous avons le SP500, c'est exactement pareil, dans lequel on a quand même une pattern qui est un petit peu plus positive, où on a eu une petite accélération qui a été somme toute plus forte, mais encore une fois, on ne valide pas au-dessus, on ne construit pas au-dessus, donc il faut le prendre avec de la patience, comme d'habitude, et donner le temps aussi au marché de respirer, comme je vous ai dit. On attend la respiration de l'XY qui est en train d'aller retracer tranquillement. Le Nasdaq, je pense, va aller retester potentiellement les 10 500 pour pouvoir avoir une bonne respiration. Pareil sur le SP500, aller retester les 3900, 3950 pour pouvoir se dire que, en effet, on aura un bon rebond, une bonne respiration et repartir à la hausse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va revenir sur le discours de Powell. Discours de Powell qui a été pris très positivement par le marché parce que globalement, voilà, il dit que l'inflation est en train de descendre, ils sont confiants sur l'économie est solide, ce qui est somme toute vrai, hein, quand on regarde les définitions réelles de ce qui est les différents chiffres qui sont donnés. Alors si on retire la notion que les chiffres sont manipulés, voilà, toute cette partie-là, ça empêche que le marché utilise les mêmes chiffres que nous, hein, donc à partir du moment où tout est manipulé et que tout le monde a la même vision, on s'en fiche que ce soit manipulé ou pas, ça veut dire que tout le monde a la même vision et que on les prend comme ils sont. Voilà. Donc pour retirer toute cette notion de commentaires que je peux avoir, comme quoi les chiffres ça sert à rien de les prendre en compte parce qu'ils sont manipulés, c'est pas la réalité. Limite les opérateurs de marché ont la même information que nous, hein, par rapport à ça, et donc on a cette notion de pricing qui est effectif. Donc cette idée que l'on a ici au niveau du marché américain, Powell dit voilà, le marché américain, somme toute, on se démerde plutôt pas trop mal. L'ouverture de la Chine va être positive, parce que ça veut dire qu'on va avoir une facilité de la gestion de l'offre, donc ça veut dire qu'on va avoir une facilité aussi de la gestion de la différence entre l'offre et la demande qui va entraîner principalement cette discordance entre les deux, une augmentation très forte d'inflation. Après il y a eu bien évidemment la guerre Russie-Ukraine, et ensuite la discordance de la gestion du pétrole et du gaz russe aussi, forcément, donc on a eu des tensions sur l'approvisionnement des matières premières, mais somme toute, c'est vrai que le schéma est en train de se faciliter. Oui, la Chine va entraîner d'autres problématiques, la réouverture, va entraîner des tensions sur le marché des matières premières, mais il faut relativiser parce que c'est vrai que majoritairement une grosse partie de l'inflation était liée aussi à la crise Covid et à la politique zéro Covid de la Chine, avec la complexité des exportations et une diminution réellement de l'offre, alors qu'à côté on avait une demande qui était boostée aux hormones par les injections de liquidités réelles et l'épargne qui avait été faite durant toute la crise Covid, réellement par toutes les économies, notamment des pays aisés, dans lesquels on a eu justement le quoi qu'il en coûte, France compris, Europe comprise, et surtout États-Unis où on avait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de cash à pouvoir liquider, ce qui n'est plus le cas. Clairement on le voit quand on regarde les ratios d'utilisation d'endettement, on voit qu'on est en train d'arriver dans un seuil où on sait que ça y est, les cash et l'épargne c'est terminé, donc la demande est en train de s'étioler, et justement on a l'offre qui commence à revenir, donc on va avoir une stabilisation qui va se faire, et qui est plutôt positive sur le long terme, mais Powell dit la chose suivante, dit « Moi je continuerai tant que l'inflation ne marquera pas une descente sur l'ensemble des différents éléments », donc on continuera à travailler cette partie-là, et l'ensemble des éléments, bien évidemment, on parle de l'immobilier US, avec notamment le shelter, dans lequel c'est très important d'aborder ça, dans lequel on a forcément ici un ETF qui représente la notion du real estate US, et qui est iShare, donc qui est plutôt bien construit au niveau d'ETF, dans lequel on a une représentation de l'ensemble des sociétés spécialisées dans justement le real estate US, et on voit qu'on a eu bien cette cassure baissière très forte fin 2021 avec justement l'entraînement baissier, et on voit que depuis novembre on a une stabilisation avec un redépart haussier qui est somme toute plutôt propre dessus, donc ça veut dire que on a quand même un pricing à la hausse qui est en train de se faire monthly sur justement un retour potentiel au niveau de l'immobilier. Alors là-dessus on peut se dire oui bon c'est juste un ETF. Le principe de l'ETF c'est que ça permet de lisser l'ensemble des acteurs et d'avoir une vision global. Et là-dessus, on va rentrer dans d'autres éléments. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le marché US est divisé en deux parties, une partie neuve, une partie ancienne, et que forcément on va avoir le financement des différents acteurs, donc là on a plus la notion de la partie neuve, parce que c'est plus des sociétés immobilières qui ont pour vocation à construire, et à côté on a justement l'ancienne, donc la partie hold, dans lequel les personnes possèdent un bien, le vendent et rachètent derrière. Et forcément pour acheter, il faut avoir la possibilité d'emprunt, et forcément c'est très compliqué parce qu'actuellement on a un mortgage sur 30 ans qui est
est au-dessus des 6 points, qui est toujours très élevé, hein, 6% c'est vraiment très dur, et donc forcément la capacité d'endettement et d'achat est grandement diminuée, donc forcément on va avoir un volume qui baisse, et donc des prix de l'immobilier qui sont en train de s'effondrer. C'était un petit peu la peur subsidiaire, est-ce qu'on voit un subprime bis structurel qui est en train de se faire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est différent? Bon, plus on avance, plus on est en train de se dire qu'en fait, c'est pas du subprime, c'est encore différent, on est vraiment dans quelque chose qui est totalement différent, et on voit un cours là qui est en train de descendre, malgré le fait qu'on continue à augmenter des 0,25, parce que on voit que on a des efforts qui sont en train d'effectuer, et ça veut dire qu'on ne va pas continuer à pousser beaucoup plus haut comme on a pu l'être, hein. Je veux dire, si on va chercher, on va redescendre ça après, quand on va rechercher des niveaux bien avant, hein, notamment on va chercher sur 2006, on voit qu'on avait stabilisé au-dessus, là on voit qu'on a quand même déjà une grosse correction qui est en train de se faire, donc quand on était dans cette zone ici des subprimes, on voit que on avait justement une difficulté déjà d'endettement qui était forte, et après on a une facilité. Et là on voit qu'on est déjà en train de corriger fortement, on n'a pas une augmentation, alors qu'on continue à augmenter les taux de la Fed, donc ça veut dire qu'on a une stabilisation du marché qui est en train de se faire. Et cette stabilité, elle est très importante, parce que c'est elle qui va apporter justement toute la notion de travail effectif. Et quand on voit un petit peu la courbe réelle de la construction du marché US du real estate, on voit que on a une dichotomie entre les deux. On a la notion des nouvelles maisons, des anciennes, donc ce que je vous ai expliqué, et ce ratio qui représente un petit peu le nombre de biens vendus pour pouvoir arriver à une demande classique. Normalement, quand on est au-dessus de 6, on se dit qu'on est plutôt bien, et quand on regarde justement la supply totale, donc qui est la représentation ici de cette courbe-là, on se dit que on est plutôt sur une demande qui est très haute au niveau des new homes, c'est nouvelles hommes, et quand on regarde sur l'existing, on voit qu'on est quand même très très bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a vraiment une différence entre les deux. On a l'existing dans lequel on a très peu de ventes, et à côté on a les nouvelles dans lesquelles on a beaucoup de constructions qui sont en train de faire, et beaucoup de biens qui restent longtemps à vendre, pour justement avant d'être pris. Et donc ça veut dire qu'on va avoir une baisse, et ça on le sait, sur le neuf et pas forcément sur l'ancien, et ça c'est vraiment très important. Ça veut dire qu'on est, et c'est un facteur clé différenciant de la crise des subprimes, et c'est pour ça qu'on se dit qu'on est dans quelque chose de différent au niveau de l'état général. Et si on prend justement l'état du marché, là on voit bien qu'on a une baisse du mortgage, donc ça veut dire qu'on risque d'avoir une augmentation réel potentiel des achats effectifs par la suite. Donc ça veut dire qu'on est potentiellement dans un retournement de situation qui est en train de se faire, qu'il va falloir patienter, il va falloir redescendre en dessous des 4, et je pense que l'inflation dans le secteur risque d'entraîner, d'être dans une décroissance plus rapide que prévu, et donc potentiellement ça pourrait être le go nécessaire pour la macroéconomie, pour s'alléger au niveau des taux, pour reprendre justement ce que nous a présenté Powell, et c'est ma vision en tout cas sur le court terme. Et si on reprend justement la notion du housing market, donc qui est la représentation, donc l'indice NAHB, qui est la représentation des différents acteurs du marché du housing aux États-Unis, qui donnent justement leurs prérogatives, est-ce que oui ou non on est sur quelque chose de positif. Ça ressemble un peu à la notion du PMI, mais pour les acteurs de l'immobilier, et c'est très intéressant de voir que justement quand on était dans les subprimes, on s'était enfoncé et on était dans une forme de validation en dessous. Donc c'est-à-dire que si on est en dessous de 50, c'est-à-dire qu'on est pessimiste, quand on est au-dessus de 50, c'est-à-dire qu'on est optimiste. Et on voit que sur les subprimes, on était dans une zone qui était vraiment dans les limbes, avec une grosse chute, consolidation, deuxième chute, avec Lehman Brothers qui a donné le go, mais qui a donné le go très très fort avant, et ensuite on a mis du temps à remonter. On a eu forcément le Covid avec l'aller-retour qui a été fait, et là on se retrouve ici dans la rupture, et ce qui est très intéressant, c'est que la rupture réelle négative, en fait, elle est arrivée un petit peu tard, elle est arrivée ici en juillet, et là on voit qu'on commence à avoir un rebond réel ce mois-ci avec le mois de janvier, parce que on a un retour d'acheteurs qui est en train de se faire. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup cette baisse elle est liée principalement à la macroéconomie, on est d'accord sur ce qui est en train de se passer sur la totalité du marché, mais à côté on a, oui, cette instabilité, mais on a aussi l'ouverture de la Chine qui rentre en compte. L'ouverture de la Chine, on sait que oui, ça va créer des tensions au niveau du marché des matières premières, ça va créer des tensions sur l'énergie, donc forcément la coût de construction va augmenter, mais aussi ça veut dire qu'on va avoir l'inflation qui va descendre plus vite, et donc cette inflation va aussi jouer sur d'autres secteurs qui sont utilisés principalement aussi dans le real estate, et qui vont être utilisés dans d'autres parties,
comme par exemple la capacité de diminution des taux de la Fed. Et ça, c'est des choses qui sont en train d'être anticipées maintenant, et c'est d'où ce petit rebond que nous voyons ici. C'est de l'anticipation qui est en train de se faire, donc ça ne m'étonnerait pas que dans les mois qui viennent, on repasse très vite au-dessus de 50 au niveau de l'immobilier, et c'est un petit peu ce qui est visé, d'ordre général, par la Fed. Ce qui n'est pas malheureusement le cas clairement sur la partie européenne. On n'oublie pas que l'Europe est bien plus compliqué que ça actuellement, avec vraiment des tensions, et ça limite, ça fera partie d'une émission à part, dans laquelle je reviendrai dessus, sur la partie européenne, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est à disséquer et à séparer, et de toute façon, dans tous les cas, nous, dans les cryptos, malheureusement, l'Europe est une partie infime, on vise vraiment le marché américain, en tout cas dans lequel on est vraiment corrélé au niveau des investissements, au niveau des différentes structures qui se positionnent. L'Eldorado, il n'est pas en Europe pour la crypto, et ça on le sait déjà depuis un certain temps, donc c'est pour ça qu'on se concentre principalement sur la macroéconomie américaine qui donne en même temps le ton sur la macroéconomie mondiale et sur les cryptos. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste résumer quelque chose. Pour avancer au niveau de la crypto, il va falloir casser les 25. Pour casser les 25, il faut de la liquidité, il faut du temps, mais aussi il faut une macroéconomie qui justement se simplifie, qui arrête cette notion d'avoir peur de l'incertain et rentrer dans la certitude. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut justement que ça se stabilise sur notamment l'immobilier, que ça se stabilise sur la géopolitique et sur l'inflation générale, basée sur les matières premières et les matières liées au pétrole, liées à l'électricité, liées au combustible, liées à l'énergie, dans lequel on va avoir une stabilisation qui va se mettre en place, et on sait que ça va se faire certainement en 2023. Il faut être patient, encore une fois, et que même si on fait une rupture des 25, ici au niveau du BTC, ce n'est pas parce qu'on fait une rupture des 25 que on est parti directement dans un bull run. Non, c'est la deuxième phase du bear market dans lequel on va certainement ranger pendant un certain temps et prendre de la liquidité, de l'accumulation. Il faut être patient. Surtout, c'est le plus important. Prendre en considération que oui, pour l'instant on peut descendre plus bas, que oui, on peut ranger, que oui, on peut accélérer et ne pas donner de respiration comme on l'a eu en 2018. Ça n'empêche que la respiration, à un moment donné, on l'aura. Il faut juste le prendre en considération. Je fais juste un dernier petit rappel dessus. Je mets en logarithmique, on regarde bien ce qu'on a eu en 2018 pour bien que vous compreniez. On a eu cette accélération, mais on a eu la respiration qui s'est effectuée après. On a eu la respiration qui a eu lieu, principalement. Donc on a eu la rupture ici et la respiration quelque chose comme un an après. Donc il faut, encore une fois, être patient. Ce n'est pas parce que on peut avoir une accélération très forte qui se fait pour aller retester des zones hautes comme les 38-40 000 qu'on n'ira pas retester les 20 000. Prenez en considération tout ça dans la façon dans laquelle vous construisez votre patrimoine, dans laquelle vous construisez votre exposition, dans laquelle vous construisez votre stratégie, que ce soit de DCA, de trading et autres court, moyen, long terme. Prenez en compte tous ces éléments parce que c'est justement la pluralité des événements, la pluralité des informations qui fait justement qu'on est le mieux préparé, et c'est le plus important actuellement. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.